Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 janvier 2026, les forces spéciales américaines prennent possession de l'espace aérien du Venezuela, plongent Caracas dans le noir et enlève le président en fonction Nicolas Maduro. L'homme attend désormais dans une prison américaine son procès pour narcoterrorisme. Les choses sont donc désormais claires. Plus besoin de faire semblant. Plus besoin de s'encombrer du droit international. Pour le président américain, seule la force vale désormais. Il faut redevenir un empire. Il faut recoloniser. Il veut, dit-il, redonner aux Américains la fierté d'être Américains. Mais que signifie pour l'Afrique cela? Que signifie pour nous, dans un monde où la force prime sur le droit, la coexistence avec les autres États? Dans un monde où les puissances s'affrontent désormais entre elles, quel doit être le positionnement du continent africain? 3 invités avec moi pour en parler. Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette actualité qui continue de faire des vagues. C'est moi qui vous remercie pour la confiance continue et renouvelée. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, Émile Boyo-Guéno. Vous êtes universitaire, vous enseignez à Sciences Po Paris et à l'IRIC, Institut des Relations Internationales du Cameroun. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Richard. Et le plaisir est toujours grand pour moi de vous avoir à ma table, Karine Orio. Vous êtes journaliste, analyste politique, directrice de l'information de Quotient Live. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, Nicolas Maduro, un président en fonction, le président du Venezuela, est arrêté, on va dire, est enlevé le 3 janvier dernier. Le jour de son enlèvement, le président américain annonce qu'il est enlevé pour narcoterrorisme. Le même jour, il annonce que désormais, des compagnies pétrolières américaines viendront désormais au Venezuela exploiter le pétrole vénézuélien. J'ai eu du mal jusqu'à ce matin où nous faisons cette émission à faire le lien entre les puits pétroliers vénézuéliens et le narco, et le narcotrafic. Je commence par vous, Ekanga. Quel est le regard que vous avez porté ce jour-là, ce 3 janvier, sur cette actualité-là? Disons que Donald Trump nous facilite la vie en tant qu'Africains. Il y a le contexte, il y a le prétexte. Le prétexte, c'est un élément qui a toujours été utilisé par les présidents américains à travers les âges. On trouve un motif... soit la gouvernance dictatoriale, le non-respect des droits de l'homme, le refus du président concerné de fournir à son peuple ce que de droit. Ça a toujours été le prétexte. Et comme il y avait un bon habillage autour, nous étions convaincus avec énormément de naïveté et de candeur que les États-Unis, dans la bien-pensance qui les caractérise, avaient pour objectif d'améliorer le quotidien des populations qui vivaient dans les pays où ils intervenaient. Avec Trump, nous avons au devant de la scène également le contexte au-delà du prétexte et beaucoup d'honnêteté d'ailleurs qui peut être paradoxal quand on pense à l'individu parce que le contexte, il est lequel? Il est celui d'un monde qui revient un peu aux fondamentaux de la guerre froide, où il n'y avait pas une entité suzeraine, mais plusieurs pôles de domination. Aujourd'hui d'ailleurs, il y en a un troisième, avec la Chine et les puissances qui cherchent un oreiller sur lequel poser la tête pour ainsi dire, et donc des pays qui autrefois avaient de grandes affinités avec le bloc communiste, le Venezuela, Cuba, les pays d'Amérique latine, se découvrent aujourd'hui également un nouvel éveil avec les alliés d'hier, l'Union soviétique devenue aujourd'hui la Russie, et le nouvel acteur qui entre en scène, la Chine, et donc avec un pays comme le Venezuela qui détient donc les réserves mondiales de pétrole les plus énormes. On parle de 303 000 tonnes de barils de pétrole, de quoi tenir pendant plus d'un millénaire, avec justement de nouvelles affinités qui se font avec un pouvoir qui n'a jamais, depuis la révolution bolivarienne de 99, voulu ployer le genou devant le diktat américain.
et avec justement des campagnes infructueuses, c'est-à-dire la diabolisation, la tentative de coup d'État de 2022 contre contre Chavez ou contre le chavisme, et avec les exhortations envers Maduro à lâcher le pouvoir, avec l'instrumentalisation de personnalités comme Juan Guaido en 2018-2019 ou Machado en 2024-2025, des instrumentalisations infructueuses. Donald Trump a justement tenté de parer au plus urgent et de privilégier l'efficacité. En bon showman, il a donc décidé de cette intervention, et comme il n'est pas un homme politique, c'est un businessman, il n'est pas spécialiste en habillage. Et donc du coup, dans tous les paradoxes qui le caractérisent, il va justement avoir cette honnêteté d'esprit de dire... Ah, vous appelez ça honnêteté? Oui, une honnêteté d'esprit, mais pas vraiment une honnêteté en tant que telle, mais une honnêteté d'esprit de dire, en fait, de faire comprendre au monde, et davantage à nous, les Africains qui sommes parfois un peu naïfs et qui croyons au droit international, aux Nations Unies, et à toutes ces inepties qui ont été mises sur pied pour nous aveugler, il a permis de comprendre qu'en fait, le point fondamental qui a motivé les États-Unis d'intervenir partout dans le monde a toujours été l'accaparement, le désir d'accaparement des ressources naturelles. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, on peut citer dans un autre pays d'Amérique latine, pas très loin, d'Amérique centrale, le Panama. C'est ça. L'avènement de M. Noriega au début des années 80, Manuel Noriega, on avait la même problématique de narcotrafic et tout ce qui y avait trait. Il a été enlevé aussi. Oui, et en 89, Richard Nixon a envoyé, Ronald Reagan a envoyé 27 000 GIs qui sont intervenus pour capturer Monsieur Noriega, alors qu'on a observé dans les années 90 qu'il n'y avait pas une augmentation, enfin une diminution substantielle de la problématique du narcotrafic. En fait, la raison fondamentale était la liberté que s'était donnée M. Noriega au fil du temps d'engager une voie un peu plus autonome que la voie de la soumission absolue, et les États-Unis qui donc ne se lèvent pas le matin en ayant des problèmes de sommeil parce qu'il n'y a pas de démocratie ou qu'il y a du narcotrafic à X ou Y endroit, sont intervenus parce que le pion, la marionnette devenait un peu trop autonome. Et Maduro, aujourd'hui, n'était absolument pas conforme aux desiderata de la Maison-Blanche, et donc cette intervention, dans la même logique des interventions antérieures, s'inscrit dans la carte de l'impérialisme, rien de plus. Vous parlez d'honnêteté, et peut-être avez-vous, sans doute, avez-vous raison, parce qu'effectivement, le président américain dit aujourd'hui les choses clairement, les intentions ne sont plus cachées, il n'y a plus de faux fuyants. Émile Boyogeno, vous êtes universitaire. Alors, ça a été amusant et curieux de voir comment les universitaires et autres hommes politiques européens ou occidentaux, en tout cas, ont réagi à cet événement. Certains ont d'abord commencé par déplorer le fait que Nicolás Maduro n'était pas vraiment démocrate, ne gouvernait pas démocratiquement, avant de dénoncer pour certains que le droit international a été violé. Quelle doit être normalement la posture ou du moins quelle est la posture de l'universitaire que vous êtes, le regard de l'universitaire que vous êtes par rapport à cette problématique-là? Alors, pardon. Il y a deux éléments qui surgissent comme ça à mon esprit. Deux notions. La première, c'est une sorte de schizophrénie. Et la seconde, c'est l'amnésie. Alors, la schizophrénie, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils s'offusquent de cette intervention au Venezuela, alors qu'en 2011, ils l'ont moins fait en Côte d'Ivoire ou en Libye. Ça, c'est la schizophrénie. Et cette schizophrénie est associée à une amnésie. Enfin, ils ont totalement oublié qu'aujourd'hui, la Libye, jusqu'aujourd'hui, est dans une situation qui subit encore les affres, enfin, du moins les conséquences des actes de 2011. Et à la tête de parmi les champions de cette intervention française, si on ne prend que la France, on pourrait même extrapoler à l'Union européenne, si on ne prend que la France, on se rend compte que Bernard-Henri Lévy, qui était un des chantres de l'intervention, et d'ailleurs qui a salué ce qui s'est passé au Venezuela, on a le sentiment que voilà, il y a de la schizophrénie, il y a de l'amnésie. Et on vient de parler de droit international. Donc le droit international, en fait, c'est une variable, c'est un élément qu'on utilise quand ça nous arrange et qu'on n'utilise pas quand ça ne nous arrange pas. Et c'est un petit peu ce qu'on observe. Et je vais rebondir sur une autre notion, peut-être une troisième, pour faire le lien avec ce que vient de dire M. Kanga, c'est la notion de naïveté. Alors, je suis étonné
que l'on s'étonne de cette situation. Alors, les Européens qui découvrent que l'OTAN n'est pas quelque chose, une structure sur laquelle ils peuvent vraiment compter, que les Américains ne sont plus vraiment des alliés, les Africains qui espèrent que, je sais pas, qu'ils seront sauvés tout le temps. Alors, il y a une naïveté, mais c'est incroyable. Pour vous, il n'y a rien de nouveau? Pour moi, il n'y a rien de nouveau. L'histoire du monde, c'est une histoire impériale, c'est une histoire coloniale. C'est-à-dire que, d'abord, elle n'a jamais cessé, et le fait colonial n'a jamais cessé. Le fait colonial n'a jamais cessé. Il existe, persiste par des métastases, c'est-à-dire des formes de renaissance. Il prend des formes diverses et variées. Le fait colonial ici, au sens de prise de possession de tout ou partie d'un territoire ou des ressources d'un pays, n'a jamais cessé d'exister, quel que soit le pays ou quel que soit le continent. Donc, c'est une histoire qui peuple l'archéologie du monde, qui peuple la trajectoire du monde, et il serait naïf de penser que on a des alliés, et je pense que le monde est fait de forts et de faibles. Alors il faut trouver une solution même quand on est faible. Mais c'est intéressant ce que vous dites, le monde est fait de forts et de faibles. Vous êtes professeur, vous êtes universitaire. La question c'est qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont dans des facultés de droit, qui sont en master en droit international, comment on leur explique qu'un président en fonction, parce que le droit international est clair, un président en fonction jouit de l'immunité absolue. Il n'y a pas de... seul le Conseil de sécurité autorise des mesures dérogatoires quant à leur arrestation. Comment on explique à nos jeunes frères et sœurs qui sont dans les facultés de droit que oui, on peut se lever comme ça, s'affranchir du droit international, de tout cadre légal et aller capturer, aller enlever un président en exercice? Alors, il faut dissocier deux choses ici. Le droit international, c'est un vœu, c'est un idéal. Et le monde existe, et l'humanité s'améliore parce qu'elle a des idéaux. Et c'est pour ça que l'humanité peut progresser, fait des progrès vers une meilleure version d'elle-même. C'est un idéal à conquérir, mais ce n'est pas un fait acquis. C'est un idéal à conquérir au quotidien. Ça demande un effort, ça demande de la discipline, ça demande de la coopération, ça demande des efforts permanents. Si vous sortez de ce studio et vous faites agresser, on appelle la police, on arrête l'agresseur, on le juge, on le condamne. Oui. Oui, c'est le droit. C'est le droit, mais c'est un idéal. Normalement, en fait, à partir du moment où les règles sont arrêtées, il faut les respecter tout simplement. Il faut les respecter, mais le plus fort peut parfois s'exonérer de ce respect, et c'est un petit peu ce à quoi c'est ce qui se passe en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de privilégier le droit. C'est un idéal, et l'humanité est grande parce qu'elle est fondée sur le droit. Par contre, il faut du réalisme à tout aux pays africains. Moi, j'ai regardé un petit peu les trois qui se sont fendus dans commentaires, on va dire, sévères à l'endroit des États-Unis face à la situation vénézuélienne. C'est très sympathique, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une stratégie pour s'affranchir de ce type? C'est ça la vraie question. Et alors, ce qu'il a raison, mais en même temps, c'est angoissant. Ce qu'il dit. Il dit le plus fort, c'est la raison du plus fort, c'est précisément. Le droit, c'est l'inverse. Le droit existe pour que précisément, ce ne soit pas la raison du plus fort qui prévale, mais parce que pour que les mêmes règles valent pour tout le monde, et Karine Orio. Mais vous avez totalement raison, c'est le monde bizarre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Karine Orio, la question avec les Américains, mais pas seulement, on va dire avec les Occidentaux en général, et c'est ça qui est bizarre, qui est curieux, qu'on ne comprend pas, il n'y a jamais un projet politique derrière leur intervention militaire. Je ne sais pas moi, nous étions le 23 décembre dernier... Trump est allé bombarder quelques villages du Nigeria pour, disait-il, sauver les chrétiens du Nigeria. On n'en parle plus, les chrétiens sont sauvés au Nigeria, le problème est réglé. On l'a vu en Libye, M. Boyogeno. C'est le chaos après leur intervention. Et là, au Venezuela, on voit qu'au fond, ils sont allés capturer le président, enfin, enlever le président, mais derrière, il n'y a rien au fond. Il n'y a aucun projet politique. Et il n'est même pas étonnant que ça leur échappe, la situation. Comment comprendre cette stratégie court-termiste qu'ils ont et qui, au fond, n'est pas lisible et compréhensible? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Hein. La seule chose qui change ici, c'est le narratif. D'accord ?
c'est que contrairement à ce que, par exemple, vient de soulever le professeur Boyogeno, c'est-à-dire que pour bombarder la Libye, effectivement, en tout cas Nicolas Sarkozy, à l'époque président, l'argument, c'était de dire que bon, c'est un dictateur et qu'il faut le dégager. Bon, il y a eu une résolution il y a une résolution, l'ONU, hein, dans le cas libyen, quand même. Tout à fait. Non, mais ça a été outrepassé, mais il y en avait quand même un cadre légal. Voilà, lui, il est monté au créneau pour demander cela, ok ? Il a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais avant ça, les Américains, quand ils se sont rendus en Irak, c'était pour quelle raison ? En Afghanistan, c'était pour quelle raison ? Ouais. Ce que je dis, c'est que mon propos, c'est de dire la chose suivante, c'est que la différence, c'est qu'il y a un changement dans le narratif. Au moins, Trump, il a informé depuis septembre, depuis il a repris son deuxième mandat. Absolument, depuis janvier 2025, effectivement. Il a donné exactement une feuille de route qu'il respecte, d'accord ? On le sait. Ce qui est surprenant, c'est que par ailleurs, quand il commence, parce que je pense que c'était un exercice peut-être, quand il commence par s'attaquer au Nigeria en disant qu'il veut protéger les chrétiens et que là, motus et bouche cousue de tout le monde, je pense que d'ailleurs le président nigérian lui-même devait être surpris. Bon, mais Trump ne surprend personne. Enfin, je veux dire, il a annoncé, Chavez l'avait dit d'ailleurs, que le jour où il voudra s'attaquer clairement à notre pays, il le fera en disant que nous sommes d'abord un narco-État, c'est la première chose, et ensuite, il n'hésitera pas à le faire. Donc son narratif n'a pas changé. Cette stratégie, effectivement, de dire, nous sommes les plus forts, on ne respecte rien, enfin, c'est Donald Trump, je veux dire, ça ne surprend personne aujourd'hui. Personne n'est surpris. Mais à côté de ça, moi, ce que je souligne, c'est que on a presque envie de dire que Poutine est un enfant de cœur, finalement, parce que c'est ce qu'on découvre, quand on voit, finalement, on se dit, Trump, lui, au moins, il le dit, et c'est vrai qu'il y a eu des affrontements verbaux entre Maduro et lui, mais clairement, il l'a dit, il a fait exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes en train de nous expliquer que Poutine aurait pu aller à Kiev et capturer Zelensky, et le problème mais ce qui ressort de l'analyse... Il aurait pu faire ça. Non, mais ce qui ressort de l'analyse là aujourd'hui, c'est que Poutine a tous les arguments demain pour dire, moi j'ai envie de continuer à dominer tel peuple, je peux le faire. La Chine aussi peut le faire en disant, Taïwan, je veux annexer. Ça, on en parle depuis là, mais évidemment, on parle des plus forts. C'est ce que Donald Trump est en train de faire. Pour vous, il est en train d'ouvrir la voie à plus de possibilités pour les forts, les puissants du monde, comme l'a dit M. Boyogeno, à faire tout ce qu'ils veulent dans le précaré. Donc, Poutine peut marcher sur la Moldavie la semaine prochaine, comme la Chine peut reprendre Taïwan. À la seule nuance que, effectivement, c'est le nouvel ordre mondial, ou désordre, si vous voulez, entre puissances fortes. Maduro était protégé par les Russes, par les Chinois. C'est vrai. Alors, comment ça se fait que ces services, qu'il y ait eu défection au sein de son armée, et qu'effectivement les Américains aient réussi ce coup sans qu'ils soient prévenus? Ça, c'est une très bonne question. Mais on va y répondre après une courte pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Deuxième partie de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des bouleversements géopolitiques que connaît le monde actuellement. Claude Wilfried Kanga, Karine Orio a posé une question très intéressante dans la première partie de notre émission. Comment se fait-il, et après on verra que c'est une question très importante qui vaut pour nous sur le continent, que des gens soient prêts à vendre leur pays, puisqu'on nous apprend que des officiers vénézuéliens ont accepté de désactiver les systèmes de défense aérienne au Venezuela pour permettre aux Américains de venir enlever le président de la République, ce qui affaiblit, en tout cas sur le plan géopolitique, Poutine et en tout cas la Russie et la Chine qui étaient les puissances alliées au Venezuela. Comment vous comprenez ça? Je vais ici paraphraser une pensée de Henry Kissinger qui laissait entendre que le principe des États-Unis, c'est de capturer ces traîtres et de les punir, et de capturer les traîtres d'en face et de les utiliser à son profit. On sait que la mécanique des services de renseignement, c'est toujours de rallier à leur cause des esprits malléables dans le camp adverse. Les attaques du Mossad contre l'Iran lors de l'opération Rising Lion, il y a quelques mois, lors de la guerre des 12 jours, n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas aussi une complicité de renseignement en interne. C'est valable d'ailleurs dans les deux camps. Et ainsi de suite, c'est un peu comme les plans de récupération des plans de l'arme atomique en période de guerre froide de part et d'autre. Et donc les États-Unis sont friands de cette mécanique où de l'argent va circuler, de l'intimidation va circuler, et aussi un endoctrinement qui fonctionne. Vous avez Madame Corina Machado, vous voyez bien que vous l'auriez eu au Venezuela, notre cher prix Nobel de la paix aujourd'hui, il n'y aurait pas existé la moindre difficulté à la rallier à la cause des Américains pour se débarrasser de Maduro. C'est ce type de personnage-là qui est dans tout sauf pro-Venezuela. Elle est pro-Israël, pro-Palestine, pro-Donald Trump, pro-Amérique, voilà, elle est pro à peu près tout, mais elle n'est pas pro-Venezuela. Et donc, on a besoin de ce type de personnage dont justement, qui trouve que Donald Trump est tellement génial que c'est lui qui mériterait le prix Nobel de la paix, après y avoir, aux côtés de son camarade Netanyahou, bombardé la télévision des civils, la télévision en Iran notamment lors de la fameuse période. Donc, c'est le premier principe qui permet que ce genre de choses fonctionne, c'est-à-dire la volonté d'avoir à notre cause ceux qui, dans le camp d'en face, seront évidemment considérés comme des traîtres. On ne peut pas y résister ? On peut y résister quand on a la conviction. Le Venezuela est une république bolivarienne, oui. C'est-à-dire M. Maduro, quand il accède au pouvoir en 89, s'inspire du militantisme de Simon Bolivar. Vous savez, Simon Bolivar, ce réunificateur qui avait formé dans les années 1820 ce qu'il appelait la Grande Colombie, qui regroupait le Pérou, la Colombie, le Venezuela. Il était d'ailleurs né au Venezuela, même si aujourd'hui il y a un pays qui porte son nom, la Bolivie. Et donc, beaucoup, au fil du temps, même après la mort de Simon Bolivar, beaucoup de mouvements s'en sont inspirés. Les sandinistes au Nicaragua, notamment, qui ont été combattus par les États-Unis, qui leur avaient préféré la famille Somoza, qui, elle, va chuter lors de la fameuse révolution sandiniste à la fin des années 70. Et donc, au Venezuela, vous avez, avec des Carlos Pérez ou des Rafael Caldera, des gens qui sont plus ou moins, qui ont une pratique des États-Unis et qui sont d'une certaine manière acquis dans une grande mesure à la cause de Washington. Et donc, quand M. Maduro arrive au pouvoir, il remet à l'ordre du jour le principe de la résistance bolivarienne. Oui. Les réformes gauchistes, les réformes sociales gauchistes qui vont être évidemment extrapolées par les Américains comme étant du communisme. Et on sait comment le communisme est traité depuis la Maison-Blanche, et il va avoir à ses côtés des gens qui pratiquent cette idéologie. Je pense notamment à Madame Delcy Rodriguez, qui suscite de la méfiance de la part de beaucoup, mais je pense qu'une femme comme ça, dont le père, Jorge Rodriguez, a été victime en 1976 de la torture du régime Caldera, il a été torturé à mort, il a perdu la vie. Oui, ce n'est pas ce type de personne, vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas espérer que ce type de personne va plier le genou devant Donald Trump, et c'est pour ça qu'elle a fait savoir à plusieurs reprises, contrairement à ce que Trump dit, que oui, dans une logique de coopération, le Venezuela n'a rien à gagner à faire des guerres stupides.
on veut bien respecter les Américains, engager des partenariats dans la mesure du possible. Mais il est hors de question que le Venezuela soit soumis à un quelconque diktat de la Maison Blanche. C'est une logique de conviction. Il faut aimer son pays, il faut avoir une sorte de patriotisme, il faut avoir surtout la connaissance de l'histoire. Nous avons parlé des logiques impérialistes. Le monde est constitué de forts et de faibles. Les États-Unis n'ont jamais eu pour principe fondamental ou pour préoccupation la paix dans les régimes d'Amérique latine. Mais quand on prend la temporalité, M. Claude Wilfried et Kangaka, ce n'est pas bizarre que, alors qu'il cherchait la paix, enfin, il cherche toujours la paix avec Poutine par rapport à l'Ukraine, il s'en va capturer un président ami à Poutine? Alors, Donald Trump n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires qui ne comprend pas toujours la politique, mais il comprend beaucoup le spectacle. Il aime bien la logique de la négociation, la logique du trade, mais il n'a pas toujours des actions politiquement rationnelles. Cohérentes. Oui, c'est-à-dire, pour un début, il va soutenir M. Zelensky dans le contexte de l'opposition avec la Russie, et après, sur un coup de tête, il va dire à Zelensky, vous ne nous avez pas remercié, donc à un moment donné, on va interrompre notre aide, et puis il va se rendre compte que finalement les États-Unis et la Russie seraient gagnants de la transaction dans une sorte de partage de l'Ukraine, et donc il va inviter le 15 août M. Poutine en Alaska, et il va lui dire et si on se partageait ce morceau de gâteau, et il va demander dans la foulée aux Ukrainiens de rembourser par les ressources qu'il y a dans leur sous-sol l'aide américaine depuis le 24 février 2022, et après voilà, il va justement toujours procéder comme ça, mais en termes de faiseur de paix, ce n'en est pas un. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de spectacles, beaucoup de shows. On l'a vu lors du bombardement. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans nos discussions. Quel bombardement? Oui, le bombardement sur les sites nucléaires iraniens. Ah oui, en juin dernier. Oui, c'est-à-dire c'est beaucoup de... On n'est pas sûr aujourd'hui que les sites ont été détruits, d'autant plus que l'Iran a sécurisé en amont les stocks d'uranium. De la même manière, au Nigeria, vous l'avez évoqué, il va bombarder sous fond de lutte contre l'oppression des chrétiens, mais ce n'est pas à travers des bombes larguées en 24 heures que vous allez résoudre la problématique. De la même manière, on le voit au Venezuela, il va capturer Maduro. Même Emmanuel Macron, ici en France, a la naïveté de penser que c'est dans une logique de remplacer l'ordre actuel par une autre figure. Ouais. Mais Trump, de lui faire comprendre que Machado, c'est un non-événement pour moi, je ne la vois pas du tout remplacer Delcy Rodriguez. Et finalement, on se retrouve avec un Venezuela peut-être davantage plus radicalisé qu'avant, avec des citoyens américains, carrément avec des milliers de miliciens qui circulent aujourd'hui dans Caracas à la recherche d'Américains à capturer. Oui, ils sont 4 millions d'euros. En fait, il peut obtenir quelques concessions sur les transactions pétrolières, mais de toute façon, l'embargo a été décidé par les Américains. C'est pas les Vénézuéliens qui avaient décidé de rompre les partenariats commerciaux avec le reste du monde. Donc, en fait, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de brillance, beaucoup de choses beaucoup de show, mais la portée à moyen et long terme de toutes les actions, guerre en Iran, bombardement au Nigeria, etc., on ne la voit pas vraiment, et donc là on a en face de nous quelqu'un qui est tout sauf un politicien. C'est un showman, c'est un businessman, mais qui s'aventure peut-être sur un terrain qui va davantage desservir les États-Unis à long terme que leur servir. Oh, peut-être pas, Émile Boyogeno. Alors, je suis le dernier pro-Trump autour de cette... On l'expliquera tout à l'heure. De cette app. Mais est-ce que quelque part, on ne peut pas comprendre sa posture? Vous avez aujourd'hui le monde qui est divisé en précarés, par puissance. Poutine ne veut pas avoir l'OTAN à ses portes. Poutine ne veut pas l'influence des Occidentaux en Ukraine. C'est ça qui explique cette guerre. Est-ce que quelque part, Trump n'a pas aussi quelque part raison de ne pas laisser ses voisins immédiats de l'Amérique latine, donc de l'Amérique du Sud, tomber sous une trop forte influence chinoise et russe? Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi une question de survie pour les Américains? On le voit aussi avec le Groenland, où il dit c'est notre sécurité. C'est une question de sécurité nationale. Parce que si je ne le prends pas, les Chinois vont le prendre ou les Russes vont le prendre. Alors, est-ce que aussi bien comme la France n'est pas contente que la Russie lui ravisse ses colons, ses anciens partenaires francophones, est-ce que Trump aussi n'a pas raison d'éviter, de faire en sorte que ses voisins immédiats ne tombent sous l'influence chinoise et russe? Alors, si par influence, vous entendez le fait que les pays d'Amérique
du Sud approvisionne la Chine en pétrole, par exemple. Voilà. Si c'est cela l'influence, on est d'accord. Parce qu'il ne s'agit pas, à mon sens, à tout le moins, il ne s'agit pas d'influence au sens politique, mais on est sûrement dans une affaire transactionnelle. Il s'agit de business. C'est un petit peu, quand j'écoute ce que M. Ekanga disait, dans le spectacle, au fond, en toile de fond, c'est une série de transactions. C'est-à-dire qu'il y a un show, mais derrière le show, le fond de l'affaire, c'est du business. Que ce soit à l'Ukraine, si vous regardez les 27 résolutions, que ce soit avec Maduro, l'Amérique latine, tout ça c'est du business. Mais et pourquoi pour moi, l'affaire, le volet politique est résiduel? Parce que ça fait entre 2000 et 2023, par exemple, la Russie a injecté autour de 200 millions de dollars en termes de business au Venezuela. La Chine, à peu près, on est en milliards, autour de 200 milliards, 243 milliards à peu près, sont les chiffres. Donc, si on regarde cela, pourquoi ils ont attendu 20 ans, les Américains? Il a eu un premier mandat, il aurait pu le faire déjà, lors de son premier mandat. Il le pensait déjà depuis son premier mandat. Ce que je veux dire, c'est que l'influence politique, à mon sens, est résiduelle, et je pense qu'on doit associer tout cela, toutes ces transactions, en toile de fond, doivent être articulé à la situation économique américaine aujourd'hui. Et avec la baisse, et dont on voit les conséquences sur les répercussions sur l'aide au développement, sur le versement des différents soutiens financiers aux organisations des Nations Unies, aux ONG. C'est qu'il y a un problème, il y a une crise majeure, économique majeure, forte aux États-Unis aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se renflouer. Alors, on va capter toutes les prébendes possibles où elles se trouvent, en utilisant toutes sortes de subterfuges et de façon éhontée, le dire au mépris du droit international et des principes qui font que l'humanité est magnifiée depuis. Vous avez totalement raison. Qu'elle existe, depuis que ces principes existent. Émile Boyogueno, il se trouve effectivement qu'il y a quelques mois, un général français a annoncé la même chose. Annoncer aux Africains que nous allons de toute façon subir la même chose que subit aujourd'hui le Venezuela. Et ce général français, ancien chef d'état-major de l'armée française, le général François Descoings, d'ailleurs, on écoute ce qu'il dit. Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Karine Orio, s'il y avait un Français qui n'a pas été surpris le 3 janvier dernier par ce que Trump a fait, c'est bien le général François Descoings. Il a dû dire à son entourage, voilà, je vous l'avais dit, c'est ça qu'il faut faire. Ce que Trump fait en Amérique latine, c'est ça que nous devons faire aussi en Afrique. Ça s'est déjà fait. Enfin, je veux dire, Bob Denard aux Comores. Oui. Mais lui, il y a déjà eu... Il dit de façon éhontée au mépris du droit, mais lui, il y a 3 mots qu'il utilisait qui sont assez angoissants. Il dit, notre destin se joue en Afrique. Lui parle, lui français, il dit, nous Européens, notre destin se joue en Afrique. Je ne sais même pas comment. Et il dit, c'est
pas une option, c'est une nécessité. Il faut aller là-bas. Et troisième point, ne pas savoir ça, c'est être inconscient. Donc, au fond, ce monsieur nous annonce, je ne sais même pas s'il n'y a pas possibilité de porter plainte contre lui, il nous annonce de toute façon, faites ce que vous voulez, dans 5 ans, dans 10 ans, nous irons vous assiéger à nouveau par la force. De toute façon, surtout il met devant la question démographique. Ça veut dire quoi? On connaît leur rhétorique, on l'a vu à Le Monde selon Bush, vous vous souvenez, où on dit ils se multiplient comme des lapins. Donc pour eux, nous sommes en train de nous multiplier comme des lapins. Il va falloir mettre fin à ça. C'est angoissant d'entendre des choses comme ça, non? Non, il faut qu'on soit réaliste. On le sait très bien. Effectivement, sur notre continent africain, l'influence française, puisqu'il est question d'influence, s'est vue, elle n'avait plus le monopole, c'est-à-dire que la France n'avait plus le monopole de ses anciennes colonies, et qu'à côté de ça, de nouveaux partenaires, on peut les appeler comme des nouveaux partenaires, mais qui ont toujours été là, mais qui n'avaient pas la même influence, la Russie ou encore la Chine, se sont imposés de plus en plus. Effectivement, la France n'a pas pensé à cela, l'Europe n'a pas pensé à cela. Et lui propose, il faut qu'on y retourne, mais cette fois-ci pas la force. Mais il y a une problématique qui est quand même importante, c'est que derrière tout ce qu'on vient de décrire, entre ce qui se passe avec les États-Unis et le Venezuela, on parle d'or noir, on parle de ressources, c'est que le monde a besoin de quoi ? De quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On est dans un monde qui est de plus en plus numérique, où il va falloir des voitures électriques. Parce que quand il part de l'argument de la démographie en ce qui concerne le continent africain, et qu'on est en Occident, on nous parle beaucoup de tout ce qui est électrique, comment on fait pour alimenter tout cela? Ces matières premières se trouvent où? C'est simple. C'est simple. On a parlé des États-Unis. Trump n'était pas content parce qu'effectivement, on l'a rappelé, il n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Mais c'est Trump qui a fait asseoir le président Kagame et le président Tshisekedi pour un accord de paix que beaucoup d'ailleurs ont qualifié d'accord minier. Oui. Bon, on parle de quoi? On est réaliste. Je veux dire, on ne peut pas dire en tant qu'Africains que nous, on est surpris par ce qui se passe, on sait très bien ce qui se passe. Claude Wilfried Kanga, bon, maintenant que nous sommes prévenus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer l'arme nucléaire. C'est brutal comme réponse. Oui, elle est très brutale et c'est en connaissance de cause. Qui veut la paix prépare la guerre. La paix ne se fait pas entre le fort et le faible, ça n'a jamais existé. La paix se fait entre deux puissants. Je dis deux puissants, pas deux puissances, deux puissants. Deux entités puissantes, si vous voulez. Ce qui a empêché les États-Unis de repousser le rideau de fer lors de la période 45-90, c'est précisément la capacité de l'Union soviétique à donner le change à Washington. Le fameux équilibre de la terreur ne vient pas du hasard. Ce qui a permis aux Américains dans le même temps, ou peu avant, de marcher sur le Japon ou de dominer l'Allemagne et d'en faire quasiment l'une des plus grandes bases militaires américaines hors du territoire américain, c'est le rapport de force. Ce qui empêche par contre les États-Unis de marcher sur la Corée du Nord, c'est parce que la Corée du Nord s'est donné le moyen de répondre de manière plus ou moins proportionnelle, j'exagère un peu, mais à travers la réponse nucléaire aux États-Unis. Le monde ne fonctionne que sur la mécanique du rapport de force. On ne négocie pas avec quelqu'un qu'on peut écraser, même si négociation il n'y aurait pas eu. C'est la fameuse mécanique du loup et de l'agneau, la raison du plus fort. L'Afrique, pour minimiser un peu la réponse et la rendre moins brutale que celle que j'ai donnée en premier ressort, et plus réaliste, même si je maintiens, non, c'est tout autant réaliste. Vous voyez ce qui se passe avec l'Iran. Il ne faut jamais laisser un État africain développer l'arme nucléaire. Il y a une cinquantaine d'États africains. Aucun des pays qui ont l'arme nucléaire, et aujourd'hui la Corée du Nord, la Chine, ne l'a développée sous un regard bienveillant de ceux qui la possédaient déjà. Il est évidemment que ceux qui la possédaient voulaient garder le monopole pour jouer le gendarme du monde. Alors, en attendant de développer l'arme nucléaire, il faut apporter en tout cas une réponse militaire accrue. Il faut nouer des partenariats solides avec des entités qui peuvent nous apporter un réel échange technique, un réel échange militaire, mais évidemment il ne faut pas avoir la naïveté de se dire on va rester de gentils toutous innocents et la bien aimable Russie viendra à notre secours. Il faut être capable justement
t'offrir, de céder quelque chose en échange et de limiter le partenariat dans le temps, parce qu'un partenariat qui a du sens, c'est un partenariat qui vise à s'autonomiser. Si on reste dans le parapluie russe ou chinois ou que sais-je, on va tomber dans la même problématique que les pays européens face aux Américains dans le cadre de l'OTAN. Eux-mêmes aujourd'hui comprennent à leurs dépens, l'Allemagne notamment, l'Allemagne, le Danemark, que c'était absurde de ne pas chercher à s'autonomiser, de se dire les États-Unis vont continuer à nous protéger pendant que nous, on va faire fonctionner l'économie. Un pays comme l'Allemagne qui pensait sérieusement que nous allons jouir de l'excédent commercial avec les États-Unis et sur le plan militaire, les États-Unis assureront notre protection. Donc les mésaventures que vivent les Européens devraient nous servir de leçon en Afrique, d'autant que les États-Unis viennent de leur montrer qu'ils peuvent venir et fabriquer n'importe quel prétexte ou pas. Ils peuvent venir et décider, bon, le pétrole du Nigeria m'intéresse, je vais y intervenir. Mais c'est vrai ce que vous dites. On a un élément de réponse avec l'AES, par exemple, qui, avant de développer l'arme nucléaire ou un arsenal militaire proportionnel, a quand même apporté une réponse, un trident de réponse aux Américains. Lorsque les États-Unis disent on ne veut plus de citoyens de tel ou tel pays sur notre territoire, ils répondent de manière proportionnelle, du tic au tac, dans une logique de réciprocité. Nous non plus, ne voulons plus des Américains. Et qu'est-ce qui complique la démarche des Américains dans ces territoires? C'est que s'attaquer au Niger, au Mali ou au Burkina individuellement, c'est impossible. S'attaquer à n'importe lequel d'entre eux, c'est s'attaquer à tout le monde. Et même si militairement, ils sont 1000 fois inférieurs, il y a une réponse politique et citoyenne. C'est impossible. Trump a dit rien n'est impossible pour les États-Unis d'Amérique. Surtout la déchéance américaine, elle non plus n'est pas impossible dans la mécanique où les empires, victimes de l'hubris de leur propre pouvoir et se voyant trop beaux que ce qu'ils étaient, ont entraîné, ont scénarisé leur propre dégénérescence, ne fût-ce que du point de vue de la communication et du sentiment anti-impérialiste, voire anti-américain, qui pourrait se développer si les États-Unis, se voyant trop beaux, décidaient d'intervenir sur la seule base de leur supériorité militaire dans les pays notamment de l'AES. Il faut apporter cette réponse-là. Ce n'est pas facultatif. En parallèle du fait que nous développions nos ressources à notre profit. Je finis par là. C'est également une guerre de ressources. La Chine... C'est essentiellement une guerre de ressources. La Chine, oui, est le principal pourvoyeur. Tu parlais de la voiture électrique, Karine. De terres rares, la Chine domine 70% des marchés de terres rares. Même le Rafale construit en France et qui fait la fierté des armées françaises dépend énormément des terres rares venant de la Chine. Et nous avons justement cette Union européenne, ce monsieur Lecointre, qui dit, c'est dans cette logique-là qu'il dit, il faut que nous nous intéressions à nouveau à l'Afrique parce que nous pourrions perdre la ressource qui nous permet d'alimenter notre technologie. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à l'analyse et au décryptage des grands bouleversements géopolitiques que connaît actuellement le monde. Et vous avez raison dans la deuxième partie de notre émission, Claude Wilfried, Kanga et Kanga, d'avoir évoqué quelque chose qui est très important, c'est la naïveté. La naïveté, peut-être ça doit nous inspirer, nous Africains, la naïveté des Européens vis-à-vis des Américains. C'est sidérant de voir que pendant 30 ans, ils se sont couchés devant les Américains, où aujourd'hui les F-16
qui sont les avions de guerre les plus importants que les Américains leur vendent, le fonctionnement veut que ce soit les Américains qui fournissent les clés électroniques. Y compris le dispositif atomique de la Grande-Bretagne. Mais comment c'est possible? Comment peux-tu dépenser autant de milliards, acheter du matériel militaire et à rester dépendant de celui qui te l'a vendu? C'est comme si on achetait une voiture, vous me vendez une voiture et chaque matin, il faut que vous me donniez le code pour démarrer ma voiture. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Et là, on voit un déploiement au niveau du Groenland et le Danemark envoie son armée. Mais on dit à Trump, mais ils sont en train de déployer leur armée. Trump dit non, il faut laisser, il va rien. Parce qu'il sait que l'essentiel du matériel militaire fonctionne sous la fameuse norme ITA, Boyogeno. Comment comprendre cette naïveté que les Européens ont eue vis-à-vis des Américains pendant autant de décennies? Alors, alors je formule la question autrement. Oui. Comment nous aussi on a pu, quand je dis nous, parce que je laisse les Européens le soin de répondre de leur naïveté. Je vais prendre le parti qui me concerne, c'est comment les Africains se sont inscrits, se sont insinués dans le sillage des Européens au point d'être aussi naïfs qu'eux. Comment peut-on penser que le monde va être régulé? Mais ça a été plus brutal en Afrique en tout cas. Je veux dire, les coups d'État qui sont régulièrement fomentés chez nous, les Américains ont fait moins que ça en tout cas. N'ont pas fait autant en Europe, sauf si je me trompe. Je veux dire, les Américains ne choisissent pas les chefs d'État européens, contrairement à ce que font les Européens chez nous en Afrique. Alors, ils y participent à travers un principe, alors directement ou indirectement, à travers un principe qui est occulte, au sens de caché, parce qu'il a lieu au siège des Nations Unies. C'est le principe du penholder. C'est-à-dire, le penholder, c'est des États. Il y a des États désignés pour tenir le stylo quand on rédige des résolutions sur d'autres États. Alors ça, c'est le comble de l'impérialisme. C'est-à-dire que dans une entité censée porter... C'est vrai en plus. Censée, receler, porter le droit international, il y existe des pays par lesquels on doit passer pour rédiger des résolutions sur d'autres pays. Donc l'impérialisme existe, ça a toujours existé. Moi, je vais aller sur les solutions et je pense qu'on n'est pas... Il n'y a pas assez de prospective en Afrique. Il n'y a pas suffisamment de prospective sur ces sujets-là. Il y a une forme de colonialisme qui peuple nos esprits. Et à un tel point qu'on est très fort, à la fin d'un mandat, d'un président américain, d'un président français, d'un président britannique, d'un premier ministre britannique, de rédiger la politique africaine du président Macron, la politique africaine du président Trump. Mais... quand est-ce qu'on a rédigé la politique américaine du président Jerry Rawlings, par exemple? Qui a pensé à faire ça? D'ailleurs, il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'à la fin, on sorte d'une sorte de passivité qui fait que, mais vous savez pourquoi on est baladé alors qu'on est la première génération d'Africains aussi diplômés, aussi compétentes intellectuellement. C'est-à-dire que Boyogeno, jamais c'est sur très Terre... intéressant ce que vous dites. Sauf que quand les Américains, eux, ils votent leur budget national, ils ne font pas financer 60% de leur budget par un État africain. Parce que quand toi, en tant que pays, tu votes ton budget national et tu attends la générosité de l'autre pour financer ton propre budget, ce n'est plus toi qui décides. C'est ça la vérité. Il faut aussi se le dire. Et puis, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand Trump a décidé de ne pas financer à peu près 60... organisations internationales. Absolument, organisations internationales. On parlait tout à l'heure de réponse. Mais quand on clame une souveraineté, mais qu'on n'est pas capable de financer son système de santé, son système d'éducation... Merci. Mais on va passer par où pour financer son système de sécurité? Merci. Je pense que la véritable question est que quand on parlait tout à l'heure de la Chine, par exemple, qui s'est constituée, ou alors la Corée du Nord, mais... ils l'ont fait dans le silence. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, est-ce que les réponses par des discours servent à quelque chose? Là, on nous attend, c'est sur le terrain. Il faut qu'on finance nous-mêmes nos systèmes de santé, qu'on finance nous-mêmes. On est les premiers à être asphyxiés parce qu'on n'a pas d'aide. C'est ça. Et quand on sait qu'effectivement, finalement, c'est pas réellement des aides. Le véritable rapport de force, c'est lequel?
Par ailleurs, un exemple pour expliquer. Par ailleurs, c'est pas la mendicité de demander ces aides. Pour que comprenne ce que vient de dire Madame. Si on regarde les ressources qui ont été pillées, Karine, mais oui, mais c'est pas la même chose. Quand il y a quelques mois, les Sud-Africains ont condamné la politique israélienne à Gaza et qu'ils soutiennent, ils sont allés à la CIJ. Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé la suppression d'une subvention à une ONG sud-africaine qui intervenait dans le domaine social. J'ai demandé, mais c'est combien? On dit 200 millions de dollars. Honnêtement, oui. L'Afrique du Sud doit pleurnicher parce qu'on a supprimé 200 millions. Une subvention de 200 millions de dollars. C'est de l'argent, 200 millions de dollars. C'est un principe. On parle la même chose ici. Quand on parle de droit international, ça c'est le droit. Et derrière le droit, il y a une éthique. Et l'éthique humaine induit la notion de solidarité. Demander de l'aide, c'est au nom du principe de solidarité parce que l'humanité est solidaire, doit être solidaire envers celle qui en a un peu moins. C'est un principe de solidarité, ce n'est pas de la mendicité. Quand il y a une catastrophe au Chili, quand il y a une catastrophe aux Philippines à cause des intempéries, si on est solidaire, ce n'est pas parce que les Philippines sont incapables d'y faire face. C'est simplement qu'en tant qu'humain, on se doit de respecter l'idéal de solidarité. Mais on ne le fait pas. Et c'est au nom de ce principe de solidarité que les États-Unis, ceux qui en ont plus, doivent donner à ceux qui en ont moins. Ce n'est pas de la mendicité. C'est simplement, ça participe d'une éthique de l'humanité. Oui, ça n'est pas de la mendicité, ça participe d'une éthique de l'humanité. Mais quand tu ne fais rien oui. pour arrêter la dépendance toi-même. Quand la France envoie des hélicoptères, quand il y a des incendies en Californie, ce n'est pas parce que les États-Unis sont incapables, c'est parce qu'il y a un principe de solidarité. Entre l'humanité est quand même différente du monde animal. Les États-Unis ne sont pas demandeurs. Non, mais on doit quand même vivre. Vous vous souvenez quand il y a eu un tremblement de terre l'année passée au Maroc, mais ça a été quelque chose de complètement louable et digne. Qu'est-ce que les Marocains disent? On n'a pas besoin de... Non. Il y avait l'Espagne qui proposait d'aider, la France qui proposait d'aider. Vous vous souvenez, c'était pas à Marrakech ou je sais plus. J'ai oublié le nom de la... Les Marocains disent non. Oui, tant mieux. Mais demander cette aide n'est pas de la mendicité. A la possibilité de... Mais on va faire avancer le... Vous avez évoqué un point très important et dans la deuxième partie de notre émission. Peut-être qu'il faut approfondir cela. Vous dites... Moi, j'ai pensé dans un premier temps que vous étiez en train de rêvasser, mais je pense finalement que vous avez peut-être raison. Il dit l'arme nucléaire. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, dans le partenariat avec la Russie, je prends l'exemple de l'AES, par exemple, oui. Ces trois pays, le Niger, l'uranium, parce que pour faire l'arme nucléaire, c'est de l'uranium. Est-ce que c'est peut-être envisageable qu'ils se mettent ensemble, les États africains, et grâce au partenariat avec la Russie, et autres puissances, ils développent. C'est comme la Corée du Nord. Non, mais avant de passer à l'arme nucléaire, il faut qu'on soit pragmatique. Quand vous avez des routes dans lesquelles cela implique les Chinois, la main-d'œuvre qui vient fabriquer, on n'a pas des ingénieurs en Afrique qui peuvent faire des ponts et chaussées? Est-ce qu'il y a un vrai transfert de compétences avant qu'on arrive à l'arme nucléaire? Non, mais ma question, c'est celle-là déjà. C'est de dire pour qu'effectivement, on commence à dire que on peut voir dans quelle mesure on se met ensemble pour fabriquer cette arme nucléaire. Mais déjà, quand on a nos routes, nos hôpitaux, et qu'on signe avec certaines puissances, pourquoi on n'a pas le... Mais on découvre brutalement que c'est une question de survie maintenant. Le droit international n'existe plus. La doctrine nouvelle consacrée, c'est que tant que moi, j'ai envie des ressources que tu as, on met de côté, on s'assoit sur le droit international et je t'envahis. Pour éviter, M. Lecointre dit, de toute façon, on ira les recoloniser. Mais comment on fait? Parce que de toute façon, ils ont les rafales. Et ils ont l'arme nucléaire. Ce que nous, on n'a pas encore. On fait comment? Oui, c'est vous qui avez émis l'idée. Je vais à la fois être d'accord avec M. Oyogeno et pas d'accord avec lui, et par ricochet donc être d'accord avec notre chère Karine et ne pas être d'accord avec elle. L'arme nucléaire peut se développer en parallèle des autres secteurs. La Corée du Nord a un système qu'on appelle le Byongjin, c'est-à-dire le développement simultané de l'économie et du militaire. La Chine a fonctionné dans le même canevas, avec la mécanique des 4 modernisations de Zhou Enlai,
qui était le premier ministre de l'époque et qui avait justement théorisé ce qui fut matérialisé plus tard par Deng Xiaoping après la mort de Mao Tse-tung. Mais même avant la mort de Mao Tse-tung, on a essayé le grand bond en avant sur le plan industriel, technologique, agricole, ce qui n'a pas fonctionné du tout. Les années 70-80. Oui, il y a eu de grandes famines, ça n'a pas été un succès, mais par contre, le volet militaire qui évoluait en parallèle a pu fonctionner puisque dès 64, les Chinois disposaient déjà de leurs armes nucléaires. Les Coréens du Nord, pareil, ils ont une grande famine au tournant du millénaire, donc une vingtaine d'années à peine, mais ils avaient un dispositif nucléaire quasiment abouti et qui aujourd'hui, évidemment, leur permet d'avoir une sécurité interne. C'est sur ce plan-là que, évidemment, je ne serais pas d'accord fondamentalement, entièrement avec Karine. Par contre, là où je suis d'accord avec elle, où je ne suis pas d'accord avec M. Boyogeno, c'est que il faut distinguer une assistance ponctuelle avec une dépendance permanente. La Suisse a connu un problème d'incendie le mois dernier où, évidemment, elle a eu l'assistance des pays voisins. Il y a des gens qui sont fait soigner dans les hôpitaux en France, le fameux incendie dans un café pour les fêtes du Nouvel An. Par contre, ça ne signifie pas que les Suisses, si la France n'avait pas apporté son assistance médicale, n'auraient pas été capables de se prendre en charge. C'est ça. Par contre, les Africains se sont mis dans une position où, manifestement, sans l'aide concernée, c'est le chaos total. Et c'est ça qui est dangereux et qui empêche de parler les yeux dans les yeux avec celui dont on souhaite s'émanciper, parce qu'il lui suffit de couper les vivres et on se retrouve dans une situation absolument précaire. Donc il faut se réapproprier l'outil économique, l'outil qui nous permet d'accéder à cette indépendance-là. J'ai évoqué les terres rares il y a un instant. La Chine ne possède pas 70% des terres rares parce qu'elle est le seul pays dans le monde qui en dispose sous son sous-sol. Non, elle est simplement celui qui investit davantage dans le raffinage et dans la production, dans l'extraction des fameuses terres. Dans leur sous-sol, vous trouvez les mêmes dans tous les pays africains, n'importe lesquels. Vous allez trouver de l'herbium, de l'itérium, du thulium, de l'europium, de ces fameux minéraux qui permettent justement de faire et des voitures électriques et des moteurs d'avion. Si l'Afrique se réapproprie son industrie, plutôt que d'être de vilains exportateurs de matières premières qui comptent sur l'appréciation de leur monnaie due à la hausse des cours pour financer leur économie, et si on devient des raffineurs, des producteurs, des développeurs, des chercheurs, si on finance la recherche, si on injecte les 200 millions qu'on attend des États-Unis, si quand on les a soi-même, on les injecte dans la recherche de manière à ce qu'ils génèrent automatiquement, selon les lois du marché, le triple, le quadruple, évidemment, on sort de cette dépendance permanente qui n'exclut pas l'assistance ponctuelle en cas de catastrophe. Bien sûr. Mais tant qu'on est dans cette situation d'assistance permanente, il n'est pas possible de dire aux États-Unis je n'ai pas peur de vous, vous ne pouvez pas me marcher dessus, parce que la réelle politique fera qu'ils vont justement un peu comme dans la problématique de l'OTAN, où ils financent les 70-75%, notamment du budget de l'OTAN, ce qui empêche les Européens de s'émanciper. Ils sont obligés d'accepter une barbarie internationale qui va à l'encontre de leurs propres principes. Vous entendez des Allemands et des Français qui disent « Maduro était un dictateur dont il fallait le retirer ». C'est un éloge à la criminalité internationale. On est totalement C'est-à-dire le droit ne dispose nulle part. Ce qui ne veut pas dire que Maduro était irréprochable. Oui, mais c'est pas la question. Oui, mais c'est même pas la solution et dans la manière de résoudre justement la problématique. Encore que Trump ou autres ne sont pas irréprochables non plus. C'est-à-dire, vous trouvez chez Donald Trump, chez Emmanuel Macron, chez Netanyahou, les mêmes arcanes dictatoriaux. Et on peut l'expliquer dans une autre émission. Je vous laisse la responsabilité. Que vous trouvez chez Maduro. Et on pourra le développer dans d'autres circonstances. Absolument. Donc, en tout cas, la réponse apportée, quand bien même ce serait la pire des dictatures, la réponse apportée n'est pas celle qui est prévue par le droit international. Les conventions, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas réuni autour d'une résolution autorisant le déploiement des boys sur les territoires vénézuéliens. Mais les Américains disent, quand la sécurité nationale est en jeu, on n'a pas besoin de l'ONU. Dans ce cas, George Bush l'a dit en 2003, et Trump le dit aujourd'hui, j'ai pas besoin de... ma sécurité est menacée, j'ai pas besoin de... Il a d'ailleurs dit, le droit international n'existe pas, je n'obéis qu'à ma propre morale. Maintenant, imaginons un monde où tout le monde se met à procéder ainsi. C'est finalement ce que nous, les Africains, finirons par comprendre dans ce registre. Nous obéissons, nous aussi, à notre propre morale, et donc dans les paradigmes internationaux, nous ne croyons en personne, nous suivons notre propre voie, parce que personne ne suit les fameux principes qui étaient censés réguler les relations mondiales. Aux dernières nouvelles, il n'existe aucune structure qu'on appelle l'Agence africaine de développement qui finance les pays européens. C'est plutôt l'inverse qui existe.
les gens entendent l'aide de l'Agence française de développement, enfin, sauf si je me trompe. Est-ce qu'il existe une agence africaine de développement qui vient financer les économies européennes? Je ne crois pas, même si dans le fond, effectivement, c'est grâce aux États africains et à travers leurs ressources que les pays occidentaux arrivent à s'en sortir. Un dernier point, très rapidement pour finir cette émission, il nous reste 2-3 minutes. Le spectacle amusant auquel on est en train d'assister aujourd'hui dans le Groenland. Les Britanniques ont envoyé un soldat, les Français en ont envoyé 15, les Allemands en ont envoyé 13, les Danois enfin, il y a quelques dizaines là qui se sont déployés pour empêcher Donald Trump de venir prendre Groenland. Mais au fond, ce qui est en jeu et amusant, c'est de voir les membres d'une même organisation, les membres de l'OTAN, s'affronter. Je veux dire, mais il y a même 1 an, personne ne pouvait imaginer ça. On va s'attendre à quoi là? Ils vont s'affronter vraiment, militairement? Déjà, ils n'ont aucune chance militairement face aux Américains. Bon, alors, c'est quoi? C'est juste des gesticulations? Comment ça va finir cette histoire, selon vous? Alors, on espère qu'il n'y aura pas de bain de sang. En tout cas, en ce qui concerne les membres de l'OTAN, ils finiront forcément par trouver un accord. C'est la première chose. Et puis, je pense que c'est un ballet militaire. Le fait de dépêcher effectivement ces soldats sur place pour montrer à Donald Trump aussi qu'il y a une présence, pour moi, ça fait partie des négociations. Aujourd'hui, la négociation, effectivement, ne se passe plus par les canaux diplomatiques classiques, mais c'est aussi ça, aujourd'hui, la négociation. C'est quoi les hypothèses des négociations? Trump dit, de toute façon, ce qu'ils font là n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Si je laisse Groenland, c'est la Chine qui va s'en emparer, c'est la Russie qui va s'en emparer. Moi, je veux aller prendre là-bas. Soit par l'argent, acheter. Combien ça me coûte? Ou bien, c'est ça la solution alors? Mais de toutes les façons, la force militaire ou l'argent? On l'a dit depuis le début de cette émission, il est question des plus forts. Oui, c'est ça. Qui se mettent autour d'une table et qui partagent le gâteau. Merci. Écoutez, quelqu'un on a encore 1 minute de dernier mot pour moi, j'ai quand même quelques notes d'optimisme en ce qui concerne le continent africain. C'est de miser peut-être sur notre jeunesse et qu'avec tout ce qui se passe, on a quand même on a des jeunes, on a des entrepreneurs, on a ce qu'il faut pour arriver, nous, à nous en sortir en tant qu'Africains, et que j'ai bon espoir. Je garde, en tout cas, quoi qu'il arrive, une note d'optimisme. Ah oui, mais il faut rester optimiste, même si dans de nombreux pays, nos ressources sont bradées sur 50 ans, sur 40 ans, sont compromises durablement. Il faut quand même rester... Et il faut faire des stratégies de long terme, comme la Chine. Et il faut sortir des DSCE, là, des stratégies sur 10 ans... émergence en 2035, en 2040. Il faut des stratégies de long terme. 2063, là. 2063, il faut et surtout, il faut voir à quel point cet agenda 2063 est mou. Il faut des stratégies agressives et il faut. Alors, moi, je vais prêcher pour ma chapelle, c'est la chapelle de la pensée. Il faut des entités qui pensent l'avenir dans un siècle du continent. C'est ça. Et enfin, il faut... Mais à partir d'aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Et enfin, il faut que l'Afrique détermine où sont ses ennemis. Quand on se trompe d'adversaire, évidemment, on engage les mauvais couloirs. Les Danois, alors que les États-Unis menacent le Groenland depuis plusieurs mois, ont préféré y acheter des F-35 américains que des Rafales français. Les Australiens ont procédé de la même manière au niveau des sous-marins en 2021 que Naval Group devait y construire. Et donc aujourd'hui, les Européens constatent et vont le constater davantage dans les années qui viennent que l'ennemi n'était pas celui qu'ils croyaient. Les États-Unis sont davantage un danger pour l'Union européenne que ne l'est la Russie. Et les Africains également se rendront compte tôt ou tard que le mal ne se trouvait pas là où on le supposait. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à rester fidèles à nos programmes et surtout à notre chaîne NCA. Votre chaîne NCA désormais est disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.